Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à cette émission spéciale de Vue d'ici. Tel que nous l'avions fait il y a quelques semaines, nous consacrons une émission entière à une personnalité marquante de la région. Cette semaine, nous rencontrons Luc Thériault, député du Bloc québécois dans le comté de Montcalm, à la Chambre des communes. Chers auditeurs et auditrices, restez avec nous car ça commence maintenant. C'est connu, Luc et moi nous connaissons bien. Et je suis sa carrière politique depuis bien longtemps. Dans cette émission, nous tenterons de connaître un peu mieux cet homme engagé en politique depuis plus de 20 ans, lui qui a été récemment réélu avec un appui massif de la population. En première partie, on parlera avec lui de ses origines, de son parcours et des valeurs qui animent son action. Bonsoir, M. Thériault. Bienvenue à Vue d'ici. Luc, salut, merci, Gilles. merci de ta présence avec nous. Ça fait drôle, hein? Je t'appelais M. Thériault au début. Ben oui. Quel honneur. Quel honneur. Alors, donc, cette première partie, on va parler un peu plus de ton histoire, d'où tu viens, les valeurs. Mais la première chose, c'est, peux-tu nous parler de ta jeunesse, tes parents, tes études? Oui, avec plaisir, d'autant plus qu'il me manque beaucoup. Moi, je suis un petit gars du centre-ville de Montréal, un quartier ouvrier. Mon père travaillait chez McDonald's Tobacco. Mon éveil politique s'est fait parce que mon père, c'était un délégué de shop. Là. OK. Il appelait ça la shop. Et puis, ouais, c'est ça. Donc, le philosophe, là, s'il est deux pieds sur la terre, c'est à cause de ça, des origines ouvrières. Puis j'ai toujours été fier de ça, tu sais. De ses origines. Oui, oui. Donc, mes parents... tu sais, ce sont des gens qui avaient une vie très modeste, mais on était chanceux parce qu'ils nous ont donné... ils se sont sacrifiés pour les trois gars. On était trois chez nous. Étais-tu l'aîné? Non, le plus jeune. T'es le bébé? Okay. Oh, oui, le plus jeune, OK. Qui finalement est devenu le plus grand, le plus sage, etc. Qu'est-ce que tu veux, tu sais. Je peux pas t'enlèverai pas les mots de la bouche, là. Bref, c'est ça. Ils se sont sacrifiés pour nous autres parce qu'ils nous ont donné une éducation qui était... plus que l'ensemble des gens qui étaient autour de moi. Tu sais, je veux dire, moi, j'ai des cette chums, génération-là disait mon enfant, il ne vivra pas la vie que moi j'ai menée, hein, et on va leur donner des outils pour se développer. Mais ce que je retiens plus de ce qu'ils m'ont donné, c'est la fierté. OK. Oui. Moi, j'allais à l'école, je me faisais dire que j'étais dans une école défavorisée, dans un milieu défavorisé. Mais mes parents, eux, m'ont fait développer ma fierté d'être ce que je suis. Et ça, c'est fun parce que quand je suis arrivé en secondaire 1 et 2, il y avait un prof qui aussi était de la même, si tu veux, lignée. Ouais, je comprends. Et il nous rendait fiers d'être ce qu'on était. Puis, parce qu'à un moment donné, quand tu es tout petit, là, tu te fais dire, tu es dans une école défavorisée, dans un milieu défavorisé, c'est comme... Alors, ça m'a éveillé à, sais-tu quoi? L'injustice sociale. De comprendre ces enjeux-là, étant donné que tu étais touché par ça. Là, oui, moi, mon éveil politique, là, il s'est fait par mon père qui venait dîner à tous les midis. Il partait, il prenait une grande marche, je l'écoutais raconter ses histoires syndicales. Après ça, le dimanche, il y a eu un moment donné où on allait à la messe le dimanche. Oui. Bien, le dimanche, on finissait chez mon grand-père paternel. Puis mon grand-père paternel... C'était un Duplessis, comprends-tu? Mais Duplessis était plus là depuis un bout. Mais il est toujours resté Union nationale. Puis mon père, ma mère, c'était des rouges. Okay. Ils ont suivi René Lévesque, comprends-tu? Je comprends. Dans les années 60, le début des années 60. C'est après ça. Ils ont suivi avec la fondation du Mouvement Souveraineté Association puis du Parti québécois. En fait, c'est moi qui les ai convaincus à voter pour le Bloc québécois en 73. Déjà en Pour le Bloc? Non, pour le Parti québécois. Le Parti québécois. T'es en avant de ton temps. Déjà en 73, je transférais des numéros de téléphone comme bénévole sur les listes électorales pour le PQ. Donc, tes parents n'étaient pas des militants de politique, ne faisaient pas ça. Donc, lui, il travaillait au niveau syndical quand même, faire valoriser les droits des travailleurs. C'est ça. Puis comment c'est arrivé la politique, le saut en politique en 2003? Là? Je sais qu'il y a eu une implication entre les deux, là, avec Marie et tout ça. Alors, 73, je suis déjà militant du PQ, j'ai 13 ans. Puis ça n'a jamais arrêté. Le seul moment où j'ai pris
J'ai déchiré ma carte du Parti québécois. C'est sous l'ère Pierre-Marc Johnson. Ouais. On était plusieurs à l'avoir déchiré. Je suis revenu avec Parizeau. Et puis, j'ai jamais lâché comme militant. Tu sais, j'ai fait tous les événements électoraux des années 90. Là. Okay, rappelle-toi, là, 92, Charlottetown, 93, élection du Bloc, 94, le PQ 95, le référendum, 97, le Bloc québécois, 98, le Parti québécois, 2000, le Bloc québécois, puis en 2003... T'étais dû, là. Oui, mais je me destinais pas nécessairement à ça, tu comprends? J'étais militant du pays. Puis c'est à l'invitation de Bernard Landry, tu sais. Parce que tu es arrivé à Mascouche dans l'entrefait, là. En 90, je suis arrivé à Mascouche. Okay. Mais j'étais président régional dans toutes ces années-là, de Montréal-Ville-Marie. D'où tu étais originaire. C'est ça. Ah. Donc, un gars de Mascouche qui devient président d'une région de Montréal, c'est pas, en quelque part, tu sais, les gens, j'étais capable de faire en sorte qu'ils puissent m'adopter, tu sais, même à banc. Puis tu étais un revendicateur. C'est connu au Parti québécois que Ville-Marie sont convaincus et ils veulent être convaincants. Je sais pas de quoi tu parles. En fait, anecdote. À un moment donné, je suis élu en 2003. Puis, donc, député de Masson. Comme député de Masson du Parti québécois. On est l'opposition officielle. Mon chef, c'est Bernard Landry. Et là, je m'en vais dans un événement. Et là, François Legault était à ce moment-là au PQ. J'étais assis à côté de lui au caucus. On s'en va dans un événement, puis là, il a à me présenter. Puis sais-tu comment il me présente? Il me présente en disant, vous savez, on est bien content maintenant qu'il fasse partie du caucus parce qu'avant, quand il y avait des conseils nationaux, le Conseil des ministres, on tirait à courte paille pour savoir lequel irait au micro contre lui, tu sais. Fait que je t'ai vu comme le pur et dur et celui qui était difficile à ramener. Un peu plus dérangeant, là. Oui, beaucoup. Puis donc, ce saut politique-là, c'est bien passé quand même. Tu sais, tu as une belle victoire, là. Tu as aimé ces premières années, là, 2003, 2007, là. Oui, c'était des belles années où j'ai appris beaucoup parce que quand tu es dans l'opposition officielle, tu apprends beaucoup, puis tu n'as pas de moyens. Donc, il faut que tu travailles très, très fort. C'est un beau mandat où j'avais, entre autres, j'ai fait le tour du Québec, là, aller jusqu'au bout du continent du Québec, là, Iqaluit, etc., là, sur le projet de réforme du mode de scrutin et puis des institutions démocratiques. Ouais. Donc, c'était une période quand même très active pour toi. Ouais. Il est arrivé des choses aussi. Bon, il y a eu 3 événements. En pré-entrevue, je t'en glissais un mot. Il y a eu la défaite à l'élection de 2007 dans une vague à déquistes qui s'est effacée par la suite. Les élections, l'investiture dans Masson qui ont été remportées par Guillaume Tremblay en 2008, puis l'élection municipale de 2013 où tu as fait un saut en politique municipale. Tu avais déjà fait de la politique municipale auprès de d'autres comme consultant. Comment tu as vécu ça, ces 3 événements-là, puis le retour à l'école, parce que tu étais un enseignant en philosophie, là, au cégep, Oui. Faire une histoire courte, 2007, la défaite, c'était dur à prendre parce qu'on sentait bien le terrain. Puis après 2 semaines de campagne, je savais que ça allait pas bien du tout. Et la plupart des gens disaient « Ah, ben non, ça va bien aller ». Fait que j'ai appris beaucoup là-dessus, mais à écouter aussi mes intuitions. Maintenant, c'est sûr que ça a été difficile, l'investiture de 2008, parce que, tu sais, Mario Dumont gagne en 2007, puis en 2008, il n'existe plus, là, tu sais. Et puis, 18 mois plus tard, j'aurais aimé ça, là. Reprendre le collier. Bon, c'est pas arrivé. À un moment donné, tu passes à autre chose. Puis là, bien, en travaillant, parce que moi, j'enseignais, c'est une passion, sauf que c'était pas assez. J'avais besoin de plus. Et là, j'ai choisi quelques maires et je leur ai offert mes services de conseil stratégique en communication. Puis j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ça, puis ça m'a permis de découvrir le monde municipal. Et je me suis même aimé bien ça. Puis là, bien, quand il y a eu cette ouverture-là, j'ai décidé d'y aller. Bon, encore une fois, je n'ai pas gagné. Mais il y a eu quand même un tournant, parce qu'en 2015... dans cette période-là, tu as commencé à aider le Bloc québécois à se structurer. C'est ça. Puis ça t'a amené en 2015 à faire un retour en politique fédérale à ce moment-là.
qui t'a amené sur une suite de victoires là, depuis ce temps-là comme représentant. Et un des rares, à un moment donné, il y a eu des périodes où vous n'étiez pas si nombreux que ça, la Chambre des communes. Explique-moi ça, cette période-là. Comment tu as vécu ça? Mon ami, mon camarade de route au Parti québécois, qui travaillait sur la défense de la langue française, Mario Beaulieu, gagne l'investiture comme chef du Bloc québécois. Je suis en fin de mes vacances de cégep. On est au mois d'août, puis je m'en vais le saluer. Parce que c'était quand même un exploit qu'il avait fait. Je m'en vais le saluer, puis là, je m'aperçois que il a besoin d'aide. Fait que je l'aide. Puis là, à un moment donné, au moment où je dois recommencer le cégep, il me dit « Hey, tu me donnerais-tu encore un coup de main? » Fait que j'ai décidé de prendre une année sabbatique pour aider à la reconstruction du Bloc. Puis là, ça m'a amené, pour faire une histoire courte, en 2015, où j'étais directeur général. J'avais 3 chapeaux, là, tu sais, directeur général, chef de cabinet, responsable de la stratégie, sa colline parlementaire, mais elle n'était pas compliquée, la stratégie. Il nous restait un député entre 2011 et 2015. Ouais. Là, il y a eu un changement de chef, j'ai contribué à tout ça. Puis à un moment donné, il y a eu une problématique. En 2015, je suis descendu dans le comté parce que, comme DG, là, pour dire on a-tu un candidat, on a-tu un candidat. Puis les gens m'ont regardé et m'ont dit on a décidé que c'était toi. Et là, il faut être sérieux, là, soyons sérieux. Puis on est le lundi matin, là, puis finalement, à 3h30, je décide de me lancer, puis je suis ici aujourd'hui. En fait, ce qui m'a fait beaucoup plaisir, c'est que je me suis rendu compte que le monde ne m'avait pas oublié, de un. De deux, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait dans toute ma vie. Écoute, là, j'étais à une semaine de dépôt de mon bulletin de mise en candidature. Il fallait que je ramasse 100 signatures, il fallait enlever toutes les pancartes puis en remettre toutes les miennes parce qu'il y avait un grand rassemblement le samedi. On était le lundi. Et j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait dans ma vie de militant, là. J'ai écrit, parce que j'avais ma carte, j'avais des problèmes, je venais de me faire opérer au genou. J'ai écrit « J'ai besoin d'aide ». Et cette aide-là est venue? Écoute, les gens venaient, ils étaient contents. Tu sais, cordonnier mal chaussé, tu es là en train de donner mais tu ne demandes jamais d'aide, tu sais. Mais là, j'en ai demandé. Et là, ça t'a amené vraiment à une série de victoires quand même, là, qui est quand même exceptionnelle. Là. Il y a eu quelques victoires. Bon, la première, pour une des rares fois, le Bloc québécois gagnait dans une tripartite. Là. Tu as gagné avec 35 je pense. 36, sauf que, écoute, je me promenais dans l'espace public. Là. La première chose que le monde me disait quand je me présentais candidat du Bloc, là, c'est pas mort, ça, le Bloc. Ça commençait de même, les conversations, comprends-tu? Puis là, ben petit à petit, ils me découvraient. Puis surtout, le monde agricole, tu sais, ils ont connecté sur moi facilement. Oui, parce que le comté de Montcalm, pour ceux qui le connaissent pas, c'est un territoire agricole. Exactement. Tu sais, il y a beaucoup de producteurs. Fait que c'est ça. Ça a donné 2015, mais 2019... 58 comme résultat. Et ça, c'est le travail de 4 ans d'acharnement. Puis après ça, bien, on est rendu ici, là. Bien, oui. Écoute, on va revenir après la pause. On va revenir un peu sur les valeurs qui t'ont animé. Je trouve que c'est une question qui est intéressante. On va y revenir dans le deuxième bloc. Puis on va, à ce moment-là, après la pause, on va retrouver Luc pour discuter de son rôle de député, des enjeux, des dossiers qui l'intéressent, mais aussi de son avenir. Puisqu'il y a un avenir, hein? On l'a démontré lors de la dernière élection. Puis on va ajouter un petit en introduction, on va dire un petit mot sur les valeurs qui l'animent et de quoi il est le plus fier. Donc, nous voilà de retour avec M. Luc Thériault. Donc, merci, Luc, encore de ta participation à l'émission. Juste avant de quitter, on parlait des valeurs, puis de ce qui te rendait fier. Qu'est-ce qui t'anime en politique, puis qu'est-ce qui te rend fier de ta vie professionnelle, mais peut-être personnelle aussi? Au niveau personnel, ce dont je suis le plus fier, ma fille. Ta fille, hein? Oui. Parce que, tu sais, c'est touchant hein, de voir... Absolument. Parce qu'on a déjà eu ce type de conversation-là, parce qu'on a des enfants qui ont exactement le même âge, puis je savais que c'était des moments qui sont toujours bien importants. Hein. On lègue quelque chose derrière nous. Hein. Il y a la politique, mais à côté de ça, il y a une vie personnelle qui... C'est ça. Tu sais, quand j'ai été élu, elle avait presque 2 ans. Donc, elle a vécu ce que c'est que d'avoir un père en politique. Tu sais. C'est ça. Elle a réussi assez bien.
Ah non, absolument. Oui, absolument, elle réussit bien. Ah, absolument, elle réussit très, très bien. C'est une belle personne, c'est pour ça que je suis très fier. Elle a de belles valeurs aussi. Et puis... C'est une pas pire réussite. Ah, oui. Ouais, En fait, c'est la réussite la plus importante de ma vie. De ta vie. Puis sur le plan professionnel, c'est quoi qui tu dirais, ah, moi, il me semble que ça m'apparaît... C'est difficile à mettre juste un moment, mais je te dirais que le deuxième mandat, tu sais, j'ai gagné en 2015, puis quand tu arrives en 2019, puis que tu vas chercher 58 puis qu'autour de toi, ça tourne autour du 49-50, non, mais tu te dis, tabarnouche, j'ai travaillé fort, puis les gens le reconnaissent, puis c'est de connecter avec ton monde rapidement, tu sais. Puis ça, un deuxième mandat, là, pour un député, là, quand il a fait un premier, là, parce que j'en avais jamais eu la chance d'en faire un deuxième, donc j'avais beaucoup d'appréhension, bien, ça m'a fait un grand plaisir. Puis après ça, que ça se renouvelle à chaque fois, parce qu'on ne prend jamais ça pour acquis. Ça, c'est des moments... puis heureux. Oui, hein? parce que... Ça te réconcilie avec ce que tu as vécu aussi par le passé. Hein? Oui, puis tu grandis avec les défaites. Ça a l'air d'un cliché, là. Non, c'est vrai. C'est vrai. Tu sais, au moment où je te parle, là, je me sens au top de l'expérience, de ma capacité d'être efficace, puis d'être bon pour représenter mon monde, tu sais. Puis le fait qu'il soit fidèle à ce que je fais, puis qu'il me suit, puis qu'il me supporte, bien, ça donne un sens à mon engagement. Moi, je fais de la politique pour le monde, là, tu sais. Fait que c'est ça qui me rend fier. Puis ça nous amène à la question du rôle du député. Comment tu vois ça, toi, ton rôle? Parce que tu t'en parles justement de cette confiance qu'ils ont eue envers toi. Comment tu vois ça, ton rôle de député? Bien, écoute, il y a deux mondes, hein? Tu as le monde Ottawa, puis tu as le monde comté. Dans le comté, bien, tu accompagnes les gens, puis tu réponds à leurs besoins, puis tu es dans une relation d'aide, de développement, etc. Tu joues plein de rôles. Puis à Ottawa, bien, là, c'est la game politique où tu portes la voix de ton monde, puis en même temps, tu fais des lois, tu bonifies des lois, puis tu essaies d'arriver à faire comprendre à ceux qui sont en avant de toi, puis qui sont au pouvoir, et des députés du Québec qui disent, comme le chef, puis que ça prend juste toi pour se lever, pour faire parler le Québec dans la Chambre des communes, là, puis qu'ils t'entendent, là, parce qu'eux autres, ils n'ont pas le droit de parler, ils suivent la ligne de parti. Bien, ça aussi, c'est très poignant. Parce que tu es réputé d'être un excellent parlementaire. Hein? C'est connu, c'est reconnu dans le milieu. Moi, on me l'a souvent dit. Puis de te côtoyer, je vois que c'est quelque chose qui te passionne. Puis la stratégie, J'aime le parlementarisme. La démocratie, pour moi, elle doit se passer là. C'est la maison du peuple. Sinon, si elle ne se passe pas correctement à l'intérieur des murs de la maison du peuple, c'est dans la rue qu'elle va se passer. Puis on voit ce qui se passe aux États-Unis actuellement, ça en est un bon exemple. C'est ça. Donc, pour moi, la démocratie est en action par la démocratie parlementaire. J'aime ça. Je te dirais que je suis respecté et je suis craint en même temps. Parce que tu peux être dérangeant. Encore dérangeant. Ça fait partie de ma vie. C'est tant mieux, hein? Mais je ne suis pas complaisant. Tu le sais, je ne suis pas complaisant. Non. Ouais. Mais c'est ton éthique aussi, hein? Tu n'es pas professeur d'éthique pour rien. Ouais. Je pense que ça dans tes valeurs, ça... Peux-tu en parler un peu de tes valeurs personnelles? Bien, pour moi, comme j'ai dit tantôt, l'injustice sociale, ça coule dans mes veines. L'égalité des chances, ça coule dans mes veines. J'ai appris ça quand j'étais petit, là, tu sais. Puis mon éveil politique, oublie pas, 1970, la crise d'octobre, pour aller à l'école, j'étais obligé de franchir le cordon des soldats parce que le quartier général était juste à côté de mon école, l'école Champlain, là, tu sais, sur Partenay, là. On garde des images, hein, même si on est enfant. Ah, absolument. Hein? Donc, c'est un éveil, là. L'égalité des chances, la loyauté, la générosité, l'intégrité. L'intégrité. Oui. Ça, je pense que je suis reconnu... Tu ne pas de ces éléments-là. Je suis reconnu pour être quelqu'un, même au Parlement, tu sais, l'intégrité intellectuelle. Moi, je ne franchis jamais cette ligne-là. Tu sais, la ligne où tu es en train de jouer avec la vérité, là, pas moi. Je fais pas ça. Ça te fâche pas mal, d'ailleurs. Aïe. On a travaillé un petit bout de temps ensemble, là. Quand cette ligne-là est franchie par l'opposition, en sachant que ce qu'il nous raconte, c'est des histoires, c'est fâchant. Le gars, il se lève, il ment, il sait qu'il ment,
Puis il continue à mentir. Puis à force de le répéter, il s'imagine que ça va devenir une vérité. Ouais. Puis là, toi, tu défends ton monde, tu sais. Quand on me dit la discrimination chez les aînés de 65 ans à 74 ans, c'est pas grave parce qu'ils ont des pensions blindées, là, tu sais. C'est pas vrai. Ben non. D'une part. D'autre part, mettons que ceux qui n'en ont pas besoin, là, ben, ils vont payer de l'impôt à la fin de l'année, ou il y a encore l'opportunité de dire, ben, je la veux pas tout de suite, j'en veux pas de ça, tu sais. C'est un élément sur lequel tu as vraiment combattu. D'ailleurs, si on continue. parle des différents mandats que tu as, bien, on a parlé des PFAS ici à cette émission récemment. C'est un élément qui t'a révolté un peu aussi. Ben, qui a amené la pétition, d'ailleurs. Oui, il y a une pétition, j'invite les gens à aller la signer, là. La pétition... Peux-tu expliquer un petit peu les PFAS, le contexte, s'il te plaît? Oui, bien en fait, c'est parce que la Défense nationale a décidé de donner un contrat pour gérer les polluants éternels. Et à 45 km de la base de Bagotville, là, bien, il y a une compagnie là, qui le fait avec le seul procédé actuel qui existe, de façon thermique. Donc, tu les brûles d'une manière particulière avant de les enfouir. C'est la seule façon actuellement où tu peux effectivement faire en sorte que tes enfouis sont problématiques. Et en Ontario, c'est fait comme ça. Quand il était question de la base de Borden, ils ont exigé dans l'appel d'offres que ce soit d'abord traité de façon thermique. Mais quand il s'est agi de l'appel d'offres pour le Québec, alors qu'il y a une compagnie à 45 km de la base qui faisait ça, ils ont décidé d'envoyer ça à Mascouche. J'ai rien contre la compagnie qui fait les choses à Mascouche, il faut le dire. Ils le font avec la technique qu'ils ont actuellement. Sauf que les experts nous ont bien dit qu'il fallait changer les filtres régulièrement et très souvent. Et ça sera éternellement tant qu'il n'y aura pas une autre technique. Et la Défense nationale se lave les mains parce qu'au Québec, le ministère de l'Environnement n'a pas mis en place de cadre réglementaire sur ce sujet-là pour gérer les polluants éternels. Donc, c'est éternellement qu'il y a un risque. Puis l'autre affaire, je m'excuse, je suis peut-être un peu long. L'autre affaire, c'est que Santé Canada a décidé d'accepter que la concentration soit de 30 nanogrammes par litre, alors qu'aux États-Unis, qui ne sont pas reconnus pour être très environnementaux, c'est entre 5 et 10 nanogrammes par litre. Or, présentement, mettons qu'on dit on respecte les règles comme la Défense nationale nous a dit, bien, on a du 30 nanogrammes. Donc, toute cette question d'injustice par rapport à ça, ça te fâche. Puis il y a une pétition, d'ailleurs, qui est en circulation. Là, la E6969, c'est ça que j'allais dire. Je vais vous inviter à chercher ça sur Google puis de trouver la pétition, mais elle apparaît sur ton fil Facebook, je crois. Absolument. Puis il y a d'autres dossiers. Je sais que tu es très, très présent. Tu es vice-président, je pense, de la Commission permanente de la santé. C'est vice-président, je pense, de la commission. Et de l'éthique. Et de l'éthique. Donc, l'aide médicale à mourir, puis les implants mammaires. C'est deux éléments que tu... Oui, bon, on continue la bataille des implants mammaires. On veut un registre parce que présentement, quand il y a un rappel, parce qu'on sait que les implants mammaires causent des cancers, ça, c'est incontestable. Là. Je veux dire, c'est admis, les lymphomes anaplasiques à grandes cellules qu'ils appellent. Là. Donc, c'est un cancer immunitaire là, qui... et il y a une autre dimension aussi des implants mammaires. Quand ça ne cause pas un cancer, ça peut causer aussi ce qu'on appelle la maladie des implants mammaires, avec plein de symptômes. Or, actuellement, ce n'est pas reconnu. Et Santé Canada, ça fait 30 ans qu'ils se traînent les pieds pour mettre en place un registre. Imagine-toi, ton auto a un rappel, tu le sais. Les implants mammaires te causent un cancer, sont à risque, et puis pas capable de te faire un rappel correctement pour que tu puisses aller te faire examiner, puis qu'on voit si tu dois te les faire enlever ou pas. Donc, sur cet élément-là, tu as demandé à Santé Canada de se réveiller et d'agir en conséquence, là, de bouger, là. Oui, absolument. On continue la bataille parce qu'ils se traînent encore les pieds. Et ça, je veux absolument que ça se passe là, dans la prochaine année. Il y a un autre aussi dossier que j'ai mis en place important là, qui s'en vient. C'est sur les effets de l'intelligence artificielle, positifs et négatifs, au comité d'éthique. Puis, il y a aussi une autre étude qui va être intéressante dans le comité de la santé, c'est la résistance aux antimicrobiens. Qui pourrait être les produits qu'on utilise... Les antimicrobiens, non, mais je veux dire, tu prends des antibiotiques, puis à un moment donné, les antibiotiques ne pourront plus être efficaces. Et ça risque d'être la prochaine pandémie, ça. On en entend d'ailleurs parler de façon assez régulière. Ça, c'est des gros dossiers, là. Oui, c'est ça. Mais oui, puis il y en a d'autres. Puis Santé Canada a des responsabilités majeures dans ce dossier-là, dans ces dossiers. Puis l'aide médicale à mourir?
Là, ça va revenir, là, l'aide médicale à mourir. Malheureusement, le Parlement est très réactionnaire. Tu sais, regarde, Gilles, c'est pas compliqué, là. Si tu regardes l'histoire de ce dossier-là à la Chambre des communes, il faut toujours que la Cour suprême vienne forcer les parlementaires à changer la loi ou à faire une loi. Ah, c'est nous autres qui faisons les lois. Les juges sont censés interpréter les lois qu'on fait et non pas nous demander des changer. Fait que dans ce dossier-là, ça bouge pas beaucoup, là. Bien, pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas de... Parce que le Québec est vraiment à l'avant-garde de ce côté-là. Puis on voit au Québec que c'est utilisé de bon escient et avec logique et respect, là. Au niveau, en tout cas, de la question des maladies dégénératives, maladies d'Alzheimer, les démences, Québec est allé de l'avant avec les demandes anticipées, tandis qu'Ottawa met un frein là-dessus. Alors, évidemment, c'est un cheval de bataille pour moi. Il nous reste 2 minutes. J'aimerais ça que tu parles un peu du rôle comment tu entrevois les prochaines... ton rôle comme député, mais il y a une élection provinciale en octobre. Il y a une élection fédérale éventuellement, parce qu'on ne sait pas trop avec le gouvernement minoritaire. Puis éventuellement, il va y avoir un référendum là, sur la souveraineté si le Parti québécois est élu. Comment tu vois ça? Je suis assez déçu présentement de l'attitude du premier ministre du Canada qui veut absolument devenir majoritaire et qui fait aucune concession et qui force les oppositions à déclencher des élections. Et il va le faire parce qu'il veut être majoritaire. Fait que ça va-tu arriver là, au printemps? Ça se peut. Ça va-tu arriver quand il va déposer son prochain budget à l'automne, après les élections provinciales? Ça se peut. Alors qu'on a fait quasiment 4 ans là, avec un gouvernement minoritaire la dernière fois, parce qu'on arrivait à se parler. On n'a pas réussi à avoir tout, mais on arrivait à se parler, tu sais. Fait que dans le fond, comment tu vois ton rôle en 30 secondes, le rôle dans les 2-3 prochaines années? Moi, je vais continuer à être proche de mon monde, à défendre les intérêts des gens du Québec puis du comté de Montcalm. On va être très vigilant aussi sur la gestion de l'offre, parce qu'on a gagné ce point-là. Mais imagine comment c'est important dans le contexte là, où on a un débile là, dans le sud. Là, puis la souveraineté, on continue à rester... Bien, la souveraineté, c'est à Québec qu'ils vont mettre en place le processus, puis tu peux-tu savoir et t'imaginer que je vais être là à 100 % pour checker la game à Ottawa. Pour éviter ce qui s'est passé lors du référendum. Bien, parce que s'il n'y a personne à Ottawa pour faire ces négociations-là, un coup qu'on s'est dit oui, on va se faire fourrer. Écoute, je te remercie beaucoup. Non, c'est bon. Je te remercie beaucoup, Luc, de ta présence. Donc, ça fait un plaisir de te rencontrer. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir été des nôtres. Merci encore, Luc. C'était vraiment agréable. À la prochaine.